Les disparitions de Rockwood. Écrit et conté par Rafadam. Deuxième partie. Emily Penny avait commencé la cigarette. À son âge, c'était même plus fréquent qu'on ne croit. C'était comme un rituel de passage à l'âge adulte. Ça donne un genre, ça en impose. Du moins dans sa tête, c'était ça. En vrai, ça vous fait paraître faible. Faible car préoccupé par l'image que vous renvoyez. Faible car ça vous rend accro et que ça vous tue. C'est ce que son père s'était éreinté à lui dire. Madame Penny, elle, avait abandonné. Elle avait toujours tout consenti à sa fille, même la clope. Emily était donc dans le cabanon qui lui servait de chambre, au fond du jardin. Son père n'était pas encore rentré. Fallait briefer les agents du FBI et repasser la chronologie des disparitions et des rares indices. Pour John Buchanan, tout ou presque ramenait tôt ou tard à la maison de Boisvieux. La mère Penny, elle, était déjà couchée. Un bon roman, une tisane, et ça ne ratait pas. Sommeil garanti. Émilie regardait les nuages masquer les étoiles pour disparaître l'instant d'après, poussée par un vent frais. Tout était calme, et dans l'enceinte du jardin on se sentait en sécurité. Son père, Chuck, avait même commandé un nouvel équipement de vidéosurveillance, pour compléter celui qu'il avait déjà dans son salon. Mais Rockwood, c'est un peu loin de tout, alors c'était pas encore arrivé. Parfois les choses se jouent à rien. Émilie prit une dernière latte, toussa un bon coup, et n'entendit pas tout de suite le bourdonnement étouffé derrière elle. Elle jeta sa clope dans l'herbe, un énième affront à son père, flic de surcroît, et eut un cri en travers de la gorge. Elle voulut crier, mais le son ne sortait pas. L'homme-machine se lança sur elle, posa une main mécanique sur sa bouche, et elle sentit l'effet soporifique presque instantanément. Les muscles de ses bras se relâchèrent, sa bouche s'ouvrit lentement, et ses jambes vacillèrent. L'humanoïde la prit dans ses bras. Il alla en vitesse vers la maisonnette, éteignit l'interrupteur et referma la porte. Il s'éleva rapidement dans les airs. Les trois autres l'attendaient 20 mètres au-dessus. Ils disparurent dans la nuit à toute vitesse. Le bourdonnement se mêla au vent et au bruit de la nuit. Chuck revint 1 heure plus tard. Il regarda la maisonnette où dormait sa fille et ne vit rien d'anormal. Il ôta ses chaussures, alla chercher une bière et s'étala dans le canapé. La télécommande était à quelques centimètres, pourtant il n'eut pas la force de la prendre. Ça faisait des semaines qu'il dormait peu, et ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas travaillé autant. Mauvais souvenir. Il finit par s'assoupir et ne se réveilla que vers 4h30. Il ôta son pantalon et se traîna jusqu'à la chambre. Naturellement, il réveilla sa femme, reçut quelques insultes, et tous deux finirent par s'endormir. Le réveil sonna à 6h30. On était du genre lève-tôt chez les Penny. Comme d'habitude, la mère se leva en premier et alla préparer des toasts, du café et des œufs. Elle préparait toujours un plateau à part pour Emily. Elle cria « Le petit-déj est prêt, Chuck !» avant de sortir par la baie vitrée. Ses chaussons foulaient l'herbe humide d'un pas svelte. « Ah, c'est pas possible, Emily. Encore un mégot !» Elle ramassa le mégot, tout en prenant soin de ne rien renverser du plateau. Elle ouvrit la porte en bois, trouva que ça ne sentait pas le renfermer du matin, posa son plateau à la va-vite et alluma l'interrupteur. Le lit était vide. « Émilie ?» Elle se précipita dans la petite salle d'eau. Personne sur la cuvette ou sous la douche. « Émilie !» cria la mère tout en inspectant la maisonnette, le jardin et la maison. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Chuck, l'air ensuqué. « Émilie n'est pas dans son lit. »« Émilie !» Chuck la laissa crier et chercher leur fille. Il alla près de la baie vitrée, fronça les sourcils, puis alla dans le jardin. L'herbe avait été brûlée par endroits. Il posa sa tasse de café au sol et se mit à 4 pattes pour renifler. L'odeur, la même que chez les Witt. Il écarquilla les yeux et sentit son cœur s'emballer. Ni une ni deux, il laissa la tasse au sol et appela John Buchanan. « John, ma fille n'est pas dans sa chambre. J'ai trouvé des traces dans mon jardin. Il faut... » Le stress le submergea d'un coup. Sa petite fille venait d'être enlevée. Les traces dans l'herbe ne faisaient aucun doute. John tenta de le calmer par téléphone, mais Chuck partait déjà enfiler une tenue de service. « Les Witt !» n'avait-il de cesse de répéter. « C'est les Witt qui a fait ça. » Ça n'avait aucun sens. Comment un homme de l'âge de Lewitt pouvait-il faire irruption chez les gens et enlever des jeunes gens plus forts et pour certains plus lourds que lui, sans parler des traces de brûlés et du témoignage de Steffi McAndrew. Mais il n'est pas d'esprit plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Chuck perdit tout jugement critique en cet instant. Son cœur résonnait dans ses tempes. Il avait besoin d'un coupable à arrêter, et il fallait agir vite pour sauver sa fille.
Le cri vengeur d'Andy Oren se propagea dans la pièce du haut, laissa Lewis totalement indifférent et traversa le bois de la maison pour parvenir à Steffi McAndrew. Elle ouvrit les yeux en grand, hésita, puis sortit de sa torpeur. Elle courut jusqu'à la maison. La porte était grande ouverte. On devinait les premières marches de l'escalier, éclairées par des rayons tour à tour bleus et blancs. Elle se retourna pour vérifier que rien ni personne la suivait, et se décida à entrer. Elle hésita à crier « Andy, vous m'entendez ?» Mais elle n'en fit rien, et alla prendre un couteau dans la cuisine. Lewitt alignait ses couteaux sur une ardoise aimantée et fixée au mur. Elle prit le plus grand, non pas la lame en avant, sinon le long de son avant-bras. Ses pas faisaient craquer les marches en bois. Elle monta l'escalier assez vite et surgit d'un bond dans la chambre de Lewitt. Le vieux était toujours allongé sur le lit, inconscient, et devant elle, le portail bleu et blanc encore ouvert. Elle s'approcha avec prudence et posa son pied sur quelque chose de chaud et à moitié liquide. Elle jeta un furtif coup d'œil à ses pieds et vit des restes de métal fondu, mais l'arme d'Andy n'était plus là. Elle releva la tête, déglutie à la vue de la spirale vrombissante, et jeta un dernier regard sur Lewitt. Soudain, la vibration décéléra et alla décrescendo. La spirale commença à rétrécir. Sa curiosité et sa colère prirent le pas sur la peur, et elle s'engagea dans le portail, les yeux et les sourcils plissés. À peine eut-elle franchi le portail qu'il se referma d'un coup. Une onde se propagea dans toutes les directions, et une brume épaisse s'abattit sur le sol en bois. Le vieux Lewitt sursauta et poussa un cri d'épouvante. « Ah ! Qu'est-ce que je fais ? Qui va là ?» Mais le vieux Lewitt ne vit rien d'anormal, si ce n'est cette brume épaisse qui s'infiltrait entre les planches et enveloppait sa maison. Il se rendormit peu à peu, assoupi par la brume. Au même instant, Steffi McAndrew venait de poser le pied dans un conduit sombre et humide. Des gouttes tombaient du plafond et formaient une petite flaque. La brume serpentait au sol et s'évaporait lentement. Elle avait mal aux doigts tant elle serrait fort le couteau. De l'autre main, elle tâta la poche arrière de son jean. Son cœur s'emballa en constatant qu'elle n'avait plus sa lampe de poche, celle que lui avait passée Andy. Elle regarda tout autour et ne vit qu'une série de flaques à la faveur d'un néon blanc très faible. Dans le conduit, tout était calme. Seul le bruit des gouttes tombées au sol résonnait le long des parois. Elle se retourna et devina une paroi rocheuse, a priori infranchissable. Cette partie du tunnel émettait un rayonnement léger et la vibration était presque enivrante. Elle s'éloigna et remonta le tunnel. Entre deux néons, le noir intense et des résidus de brume bleutée électrique. Plus elle avançait et plus la brume s'évaporait. Parfois elle ne voyait plus le sol et elle marchait inéluctablement dans une flaque d'eau peu profonde. Elle marcha ainsi 20 minutes jusqu'à une intersection. La lumière s'intensifiait à mesure qu'elle s'en approchait. Là, 3 couloirs. L'un était le prolongement du tunnel, un autre partait sur sa droite et le troisième sur sa gauche. Elle attendit, prêta l'oreille en espérant entendre Andy ou ses ravisseurs. Puis elle regarda au sol à la recherche d'une trace. Mais rien ne l'aida à choisir ce couloir plus qu'un autre. Elle continua tout droit. 1 kilomètre plus loin, le couloir formait un virage. Elle s'y engagea, et c'est là qu'elle entendit un bruit de moteur. Il venait de derrière elle. Elle se colla contre l'une des parois et regarda avec appréhension le virage, le couteau en avant. Cette fois plus de doute, le bruit venait à elle. Ils surgirent du virage à toute vitesse, freinèrent et restèrent en suspension devant elle. 3 humanoïdes en armure. L'un d'eux tendit son bras et le couteau s'échappa des mains de Steffi, comme attiré par un gigantesque aimant. « Mais qui êtes-vous, bon sang ?» dit Steffi d'une voix enrouée par la peur. « Qu'est-ce que vous nous voulez ?» L'un d'eux se jeta sur elle et la prit par le bras. Elle n'eut pas le temps de protester ou crier son effroi qu'il la mit sur son épaule et remonta le couloir à plus de 150 km/h. Steffi vit défiler les flaques au sol, puis le sol devint lisse et propre, parfaitement éclairé. Elle releva un peu les yeux et vit les 2 autres humanoïdes suivre le porteur. Le tunnel venait de déboucher sur un pont. De part et d'autre, le vide. Steffi devinait des salles éclairées en contrebas. Il y eut comme un trou d'air. Elle sentit son cœur remonter à sa gorge et se mit à hurler à mesure que le sol se rapprochait à grande vitesse. L'humanoïde en chute libre, impassible, décéléra et ils atterrirent en douceur. Étourdie, elle se laissa porter docilement jusqu'à un sas transparent. À l'intérieur, elle reconnut d'autres humains assis sur une banquette le long du mur. Andy Oren était là, et Luke Barrymore aussi. Il se leva en reconnaissant Steffi, mais ses paroles étouffées ne traversèrent pas le sas hermétique. Steffi le vit, lui sourit, puis ferma les yeux. Elle était sur le point de s'évanouir. Une porte, jusque-là invisible, se détacha de la vitre épaisse
et l'humanoïde entra avec Steffi. Il la déposa délicatement au sol. Personne n'osait s'en prendre à l'homme-machine. Pas même Andy Oren. Tous attendirent que la porte se referme, puis Luke et Andy s'agenouillèrent à côté de Steffi. « Luke, dit-elle, je t'ai retrouvé. » Il lui sourit en retour, puis elle s'évanouit. Le petit jour se levait, mais le vieux Lewitt était de mauvaise humeur. Si jusque-là il n'avait pas trop prêté attention à la brume, le métal fondu sur son plancher le laissait perplexe. Il essayait de trouver dans ses souvenirs le moment où il avait renversé quelque chose, en vain. Et puis la porte d'entrée s'était encore ouverte pendant la nuit. En journée, il ne fermait pas à clé, mais hier soir, il jurerait l'avoir fait. Pourtant, elle ne présentait aucune trace d'infraction, et la serrure était intacte, ainsi que la clé qu'il avait laissée dessus. « Il y a quelque chose de louche dans cette maison », finit-il par admettre pour lui-même. Mais pas question d'avertir les autorités. Il alla dans la cabane à outils chercher de quoi décoller le métal solidifié qui collait à son plancher. Au loin, on pouvait entendre des chiens aboyer. Lewitt ressortit de la cabane et contourna sa maison pour mieux voir d'où venait le bruit. En contrebas, dans le champ, des policiers tenaient des bergers allemands en laisse. Des voitures de police étaient garées un peu plus loin, sur le bas-côté de la route. L'une d'elles surgit sur le chemin de terre et disparut presque derrière le nuage de poussière qu'elle soulevait. Une autre voiture, une voiture noire, la suivait de près. « Oh, c'est pas possible », murmura Lewitt. Il alla reposer son transplantoire pour accueillir les autorités. À peine eut-il fait le tour de la maison que Chuck Penny l'assénait de questions. « Où est ma fille, enfoiré ? On vient de trouver de nouvelles traces dans ton champ, Lewitt. Les mêmes que chez moi. Qu'est-ce que t'as fait de ma fille ?» Le vieux n'eut pas le temps de répondre ou de s'éloigner que Chuck l'agrippait au col. « Où est ma fille ?» n'avait-il de cesse de répéter. « On aurait dû se douter que c'était toi !»« Hey, Chuck !» s'exclama John. « Lâchez-le ! Chuck !» Abigail et lui durent intervenir pour les séparer. John retenait Chuck par les bras, tandis qu'Abigail posait une main amicale sur Lewitt. Le chef de la police de Rockwood faisait fi du témoignage surréaliste de Steffi McAndrew. Pour lui, c'était Lewitt, pas des hommes capables de se mettre en lévitation. « Ça ne va pas la tête !» dit Lewitt. « Qu'est-ce qui vous prend ?» ?»« Calmez-vous, monsieur Lewitt, » intervint Abigail. « Que je me calme ? Vous débarquez chez moi tous les 2 jours, et voilà que le chef de la police m'attaque à la jugulaire !»« Monsieur Lewitt !»« Non, allez-vous-en ! Vous n'avez rien à faire sur ma propriété. Encore moins de bon matin, et puis vous n'avez aucun mandat !» Abigail leva les yeux au ciel, sortit une feuille, et la lui mit sous le nez. « Écoutez, monsieur Lewitt, Emily n'était pas dans sa chambre ce matin, et les seuls indices que nous avons sur sa disparition, ce sont ces traces de brûlé dans votre champ. De nouvelles traces, monsieur Lewitt. Vous êtes notre suspect numéro 1. » Le vieux se calmait enfin. Il regardait Chuck Penny, qui faisait son possible pour contenir ses larmes et sa colère. John était à ses côtés, attentif au moindre de ses faits et gestes. « Donnez-moi votre arme, Chuck, » dit John. « Vous n'êtes pas en état de mener l'enquête. Laissez-nous faire, et je vous promets que je retrouverai votre fille. » Chuck hésita un instant à envoyer ce péteux de la ville faire un tour. Mais le désarroi le gagnait. Il revoyait sa femme en pleurs, ses appels incessants et les recherches au petit jour. Il remit son arme à John Buchanan. Le vieux Lewitt avait un peu pitié de lui. Mais il pensait surtout à préserver sa tranquillité. Aussi se gardait-il d'évoquer le métal fondu sur le plancher de la chambre. Alors ce fut comme un coup de tonnerre quand Buchanan déclara « Monsieur Lewitt, nous allons réquisitionner votre propriété. Vous serez accueilli à l'hôtel Redfort le temps nécessaire. Je vais vous demander de faire une valise rapidement et de suivre Abigail pour une série de... » Lewitt n'écoutait déjà plus. Sa vie de jeune retraité prenait soudain un tournant malheureux. Il maudissait le jour où il avait posé son doigt au hasard sur Rockwood. « J'aurais dû choisir une maison en Floride comme tous les vieux, bordel. Bon sang, il a fallu que je choisisse ce bled de la con. » C'est à peine si Lewitt vit les agents du FBI prendre possession des lieux. D'autres voitures arrivèrent, et des hommes gantés passaient déjà le salon au peigne fin. L'un d'eux, monté à l'étage, passa une tête par la fenêtre et dit « Chef, on a quelque chose ?» John jeta un regard complice à Abigail et invita Chuck à le suivre. Il n'avait de cesse de lui dire que ça irait, que sa fille serait bientôt parmi eux. Il en fallait une sacrée paire pour promettre l'impromettable à un père désemparé. Mais John Buchanan avait toujours été comme ça, sûr de lui. Abigail eut beaucoup de mal à capter l'attention de Lewitt. Elle dut répéter chaque question 3 fois de suite, et vint un moment où elle le menaça. « Écoutez, monsieur Lewitt, je n'ai pas envie de vous mettre en garde à vue, pas à votre âge, vous comprenez, mais j'ai vraiment besoin que vous vous concentriez. Dites-moi en détail ce que vous avez fait dans les dernières 24 heures. »
Un autre agent intercepta Buchanan sur le palier, tandis qu'il s'apprêtait à entrer. « Chef, Steffi McAndrew reste introuvable, tout comme Andy Oren. » John écouta religieusement, puis ses sourcils se froncèrent à la vue d'une camionnette au loin. « Putain, c'est pas vrai, » dit-il à son second. « Occupez-vous des journalistes, je veux personne à 3 kilomètres à la ronde. Mettez un barrage s'il faut. » L'homme s'exécuta, et John, qui avait perdu de vue Chuck pendant un bref instant, le chercha d'un regard inquiet. Le chef de la police de Rockwood était déjà à l'étage. John le rejoignit. « Du métal fondu, chef, » dit son agent. « Maria vient de prendre un échantillon pour analyse. » John se mit accroupi pour mieux observer le métal qui faisait corps avec le bois. On devinait un reste de barillet. « Recontactez Maria Hernandez, » dit John, « et dites-lui que je veux un labo mobile, ici même. »« Bien, chef, » dit l'homme qui passait déjà son coup de fil. « Vous avez vu cette couleur ?» dit soudain Chuck d'une voix fébrile. « Faut faire analyser le plancher. Et les murs aussi. » « Ne vous inquiétez pas, Chuck. Nous analyserons les selles de Lewitt s'il le faut. » Et sur ces mots, des techniciens commencèrent à installer des micros et des caméras dans la chambre. Un autre se baladait d'une pièce à l'autre, un appareil électronique dans les mains. Il relevait tous les 2 mètres les niveaux de rayonnement, un rayonnement très spécial. Les niveaux étaient anormalement élevés. Le technicien, sceptique, alla chercher un autre appareil, mais les mesures restaient les mêmes. À la cave, le signal devenait si fort que le deuxième appareil disjoncta. Le technicien ressortit pour prévenir John, qui s'entretenait avec Abigail et Chuck sur la marche à suivre. « La maison sera sur écoute et filmée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disait John. Un labo mobile est en train d'être installé en contrebas. J'espère avoir des résultats rapides sur la nature des brûlures dans le champ, de la brume, du métal sur le plancher et du reste. Selon moi, je pense que... »« Chef !» interrompit le technicien. « Désolé de vous interrompre, mais il y a quelque chose sous la maison. » Les 2 agents du FBI et Chuck le suivirent. En bas, à la cave, 3 hommes avaient installé 2 gros spots lumineux. La lumière blanche et vive éclairait l'un des murs de pierre. John inclina légèrement sa tête et s'avança pour mieux voir. Là, une roche noire au reflet bleuté. Elle rayonnait et émettait une vibration, comme une poitrine qui se soulèverait et s'abaisserait. « Je ne sais pas ce que c'est, » déclara le technicien. John releva la tête, les lèvres rétractées. Et comme pour chasser en vitesse la perplexité en lui, il dit « Prélevez un autre morceau et faites-le analyser. »« Steffi McAndrew a parlé de ravisseur, » dit soudain Chuck, qui se faisait à l'idée que Lewitt y était pour rien, et qui disait ça comme pour entériner le fait qu'on nageait en pleine science-fiction. Elle a dit à Oren qu'il venait d'ailleurs, quelque chose comme ça. John Buchanan se retourna, mais au lieu d'adresser un sourire narquois ou de dire quelque chose pour réaffirmer son autorité, il se contenta de hocher la tête. Un journaliste tenta de se faufiler à travers bois pour prendre le cliché qui devait faire décoller sa carrière. Au lieu de ça, il ne réussit qu'à gagner 72 heures de garde à vue. John fit agrandir un peu plus le périmètre. L'armée était là désormais, en renfort. Tout autre agent du FBI serait passé pour un fanfaron et se serait vu refuser un tel déploiement de moyens techniques et humains. Mais c'était John Buchanan. Son chef lui avait simplement dit « J'espère que vous savez ce que vous faites, John. Tenez-moi au courant régulièrement. Et s'il faut, j'irai sur place. » Buchanan avait promis à son chef des résultats, et il avait demandé poliment à Jack LeBorgne de renoncer temporairement à sa station essence, jugée trop proche des lieux. Par ses prises de décision et son plan d'action, John arriva à canaliser l'énergie de Chuck. Ce soir-là, il faisait frais. Tout le monde était là, à la lisière de la forêt, sous les tentes. Devant eux, des écrans de surveillance. On pouvait voir la chambre, l'escalier, le salon, la cuisine et le jardin. On avait même installé des caméras dans le champ et le long de la route. Abigail raccrocha et dit à John « John, le métal retrouvé sur le plancher provient d'un revolver. Peut-être celui d'Andy Oren, introuvable du reste. Aucune autre arme officielle n'a été déclarée perdue ou volée. Pour le reste des échantillons, ça n'a rien donné. Maria Hernandez a envoyé le reste à Washington. La brume, la roche, inconnu. Ils ne savent pas ce que c'est. » Sa déclaration eut un effet dévastateur sur Chuck. Il se leva, vacilla et manqua de tomber. 2 agents l'aidèrent à se rasseoir. Pour John, cela ne faisait que confirmer ses premières impressions. « Il ne nous reste plus qu'à attendre, » dit-il. « Ces ravisseurs vont revenir. Ils viennent, et ils repartent aussi vite qu'ils sont apparus. Ils enlèvent des personnes au compte-gouttes, ce qui veut dire que quelque chose les oblige à se presser. » John ne donnait là aucune explication, encore moins un motif. Mais sa déclaration, un mélange de faits et de suppositions, rationalisait la situation. En un sens, elle aidait les uns et les autres à normaliser les événements.
Et comme s'il venait là de prononcer une sentence, ils virent une lumière intense jaillir de la chambre. Sans rien dire, John pointa son doigt sur l'un des écrans. « À toutes les unités, chuchota Abigail dans son talkie. Une lumière a jailli de la chambre. Soyez attentifs. » La lumière, d'abord concentrée en un point blanc en suspension dans l'air, forma peu à peu une spirale. La spirale tripla de volume d'un coup. Dans les oreillettes des techniciens, on pouvait entendre le bourdonnement du portail en formation. John prit un casque pour lui et Chuck. Ils écoutèrent à leur tour. La spirale atteignit sa taille maximale et tous restèrent les yeux rivés sur elle. Et là, chacun put voir jaillir un pied et une jambe mécanisée, puis un humanoïde entier. 3 autres suivirent. Ils s'arrêtèrent devant le lit, d'ordinaire occupé par les Witt. John tentait de lire leurs expressions, mais leur visage était caché derrière un casque à visière teintée. Étaient-ils surpris de ne pas trouver Lewitt endormi ? À toutes les unités, en position. Mais à peine eut-il le temps d'en dire plus que les humanoïdes sortaient de chez Lewitt et s'élançaient dans la nuit. Soudain, on ne vit plus aucune trace d'eux sur les écrans. « Capitaine Miley !» dit John dans son talkie-walkie. « Ils doivent être à votre niveau désormais. Capitaine Miley ?»« Négatif, Buchanan. On n'a vu personne. » John échangea un regard avec Abigail, puis dit à son opérateur. Rembobiner l'enregistrement et repasser au ralenti. Le technicien s'exécuta, et John put voir les humanoïdes survoler le champ, gagner la route, puis passer devant la dernière caméra infrarouge, installée dans l'un des buissons qui bordaient la route. « Capitaine Miley, je vous confirme, ils sont passés à votre niveau, mais ils sont passés si vite qu'on n'a rien vu. »« Bien reçu. Je poste mes hommes sur la route pour les interpeller au retour. » John Buchanan réfléchit. « Non, rejoignez-nous. Nous allons nous poster devant chez les Witt, je veux tout le monde. On va les surprendre à leur retour. »« Bien reçu, on arrive. » En 3 minutes, FBI et officiers de l'armée se regroupèrent devant chez les Witt, armes en main. Abigail était en première ligne, un genou à terre. À côté d'elle, un vieux flic qui refusait de prendre sa retraite. Ils attendirent ainsi. Les minutes paraissaient interminables. Pourtant, il s'écoula à peine 6 minutes quand ils revinrent. Personne ne les vit arriver, si ce n'est quand ils décélérèrent et restèrent en suspension à 1 mètre au-dessus du champ. « Déposez cette jeune fille lentement !» cria Buchanan dans son mégaphone. « Et posez-vous au sol, tout aussi lentement, les mains en l'air !» La jeune fille que l'un tenait dans ses bras s'appelait Nicolette Shepard. Buchanan et les autres avaient été si préoccupés par leur retour et les rafles qu'ils avaient fait fi de la chambre de Lewitt et de son portail grand ouvert. Le bourdonnement, assez faible mais audible, décéléra. L'humanoïde qui tenait Nicolette slaloma entre le FBI et l'armée si vite que tout le monde crut qu'il s'était volatilisé, ou qu'il était devenu invisible. Abigail, surprise, tira un premier coup de feu sur les 3 autres. La balle ricocha sur l'une des armures et vint mourir dans le champ. Son tir fut comme un détonateur et tous se mirent à tirer. Et John vit soudain les 3 humanoïdes disparaître, ainsi qu'Abigail et 2 de ses agents les plus prometteurs, emportés eux aussi. « Cessez !» cria John Buchanan. « Ils sont à l'intérieur !» Il se retourna et monta les marches en bois avant de franchir la porte grande ouverte, suivi par une file désordonnée de soldats et d'agents maladroits. Il monta l'escalier en bois, loupa une marche, se remit debout malgré la douleur et arriva dans la chambre de Lewitt. Il ne vit qu'un reste de spirale disparaître à vue d'œil. Il se jeta dans sa direction et atterrit lourdement sur le plancher en criant « Non !» La lumière bleue retomba lourdement au sol avant de s'infiltrer entre les planches de bois. Le reste des troupes déboula dans la petite chambre et c'est à peine s'ils se bousculèrent pour entrer et voir. Il y eut bientôt 30 personnes autour de John. Il se releva et ne sachant quoi déclarer, il laissa échapper un cri de rage. Finalement, John se releva et dit au capitaine Miley « Contactez votre général. Il faut déployer l'armée dans les rues pour rassurer et protéger les habitants. » John regarda ses agents du FBI et eut beaucoup de mal à contenir l'angoisse qui le gagnait. « Ils ont pris Abigail, dit-il. Et les 2 nouveaux, putain, les petits jeunes. » Il baissa la tête, ferma les yeux et pressa la base de son nez avec son pouce et son index droit. Il avait les dents serrées et la mâchoire contractée. Stephen McAndrew se réveilla en sursaut. Sa tête reposait sur les genoux de Luke Barrymore. Il refusait de s'assoupir, pourtant il avait les yeux plissés et lourds de sommeil. Il passa une main dans ses cheveux pour la rassurer. Elle se redressa et vit Andy l'épaule adossée contre la grande baie vitrée. Il semblait observer avec attention. Non loin, Emily Penny sanglotait. Rick Davis essayait de la réconforter en la serrant contre lui. Il serrait aussi Michael Conrad de l'autre bras, tout aussi désemparé. Sebastian Moore, lui, faisait bande à part. Il était dans ses pensées.
Combien de temps j'ai dormi? Demanda Steffi. Pas longtemps, lui dit Luc. Il mentait. Où est-ce qu'on est ici? Que veulent-ils? Tous la regardèrent, puis la plupart baissèrent les yeux au sol. Quoi? Dit Steffi. Dis-moi ce qui se passe. Andy se résolut à prendre la parole. Ils ont emmené Michael, Rick et Luc. Puis ils ont emmené Emily. On n'a rien pu faire. Steffi était maintenant totalement éveillée. Elle les regarda et croisa le regard de Rick. Il essayait de faire le dur, mais une larme s'échappa au coin de son œil, et il baissa les yeux. Andy s'était approché de Steffi. Elle vint à sa rencontre, car elle devinait qu'il n'avait pas envie de parler à haute voix. Il pratique l'insémination. Steffi eut un rire nerveux, mais voyant la perplexité s'emparer d'Oren, elle dit « Attendez, vous voulez dire... » « Je veux dire ce que je viens de dire, » dit sèchement Andy. « L'insémination artificielle. De toute évidence, ils choisissent des jeunes en âge de procréer. Ils extraient la semence des mâles et ils fécondent les femelles. C'est ça qu'ils font. Du moins, c'est ma théorie. Et au vu de leur témoignage, ils désignaient Emily et les autres. J'ai peu de chance de me tromper. » Steffi regardait Andy fixement, comme pour y déceler le début d'une mauvaise blague. Elle mit ses mains sur ses hanches. « C'est immonde », finit-elle par dire. « Oui », dit Andy. « J'y pense depuis des heures maintenant. Rien n'excuse ça, mais je pense qu'ils le font parce qu'ils sont stériles. C'est la seule explication. Et je ne serais pas étonné qu'ils pratiquent une forme d'eugénisme. Mais ça n'a pas d'importance à ce stade. Ils vont continuer à faire des razzias. Ils veulent peut-être repeupler l'espèce, j'en sais trop rien. Je sais juste que notre tour viendra. » Ce fut comme un coup de massue. Andy s'éloigna et la laissa seule et démunie. Elle mit une main sur son ventre et alla s'asseoir. Un début de nausée et l'envie de vomir. Elle jeta un œil vers Emily. Elles se regardèrent en silence, comme deux victimes qui communiaient et compatissaient. Steffi préféra le déni. Après tout, Oren n'en était pas sûr à 100%. Il ne faisait que son travail d'inspecteur. Il émettait une hypothèse, voilà tout. Pas de panique, pensa-t-elle. Ça va aller. Ça va aller. Une partie de la ville se désolidarisa du reste, et 3 humanoïdes apparurent. Steffi se blottit contre Luc, mais il ne chercha pas à la retenir. Il se contenta de mettre une main molle sur sa cuisse. L'un des cyborgs prit Steffi sur son épaule. Elle hurla, appela Luc à maintes reprises. Se débattit, mais rien à faire, il l'emporta. Andy Oren se lança sur lui pour lui asséner un coup, mais les 2 autres l'interceptèrent et l'extirpèrent de la cellule. La porte en verre se referma et se fondit dans la baie vitrée. Luc et les autres les virent s'éloigner, impuissants. « Lâchez-moi » criait Steffi tout en frappant son porteur. Andy Oren était juste derrière. Il survolait le sol, soutenu de part et d'autre par un humanoïde. Ils accélérèrent et arrivèrent bientôt dans une salle. À l'intérieur, 2 brancards solidement fixés au sol, éclairés par une simple lampe en suspension dans l'air. Steffi continuait de résister. Ils l'attachèrent sur l'un des lits et lui injectèrent un tranquillisant. Elle finit par s'assoupir. Andy, lui, se laissa faire. « Pas besoin de m'injecter ça, » dit-il. « Laissez-moi voir. » Les 2 humanoïdes échangèrent un regard. Andy croyait apercevoir un visage humain derrière leur visière. L'un d'eux remua la tête de gauche à droite et l'autre lui injecta le sédatif. Steffi se réveilla progressivement. À ses côtés, Andy, toujours endormi. Ils n'étaient plus dans la salle d'opération, ils étaient de nouveau avec les autres. Elle posa une main sur son ventre, sentit l'inflammation et releva son t-shirt avec appréhension. Elle ne vit aucune incision et en fut en partie rassurée. Les autres la regardaient en silence. Aussi renonça-t-elle à porter sa main dans son pantalon. « Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?» pensa-t-elle. « Ah !» cria Andy en se relevant d'un coup. Son torse se soulevait et redescendait généreusement sous l'effet de l'adrénaline. Lui aussi avait le bas du ventre légèrement endolori. Mais la douleur était dans leur tête. La peur qui leur faisait voir une inflammation, là où il n'y avait rien. L'opération étant indolore et rapide. Leur anesthésie n'avait été pratiquée que pour qu'ils se tiennent tranquilles. Il croisa le regard de Steffi, y chercha des réponses qu'elle était incapable de donner, et tenta de se mettre debout. Le résidu de sédatif le fit vaciller, et il alla s'asseoir. Peu après, d'autres prisonniers arrivèrent. Abigail Wallace et ses confrères du FBI, Mark Collin et Nathan Shelton. Tous entre 30 et 35 ans. Eux aussi subirent le même sort.
Et quand c'en fut fini, 9 humanoïdes débarquèrent dans la grande salle de détention. Ils passèrent voir les prisonniers un à un, les auscultèrent rapidement et donnèrent à chacun une combinaison chromée et souple, ainsi qu'un casque. Les combinaisons étaient numérotées. Un minuscule boîtier avait été fixé sur la manche gauche au niveau du triceps. Au niveau des articulations, des protections. Luke Barrymore refusa d'ôter son habit. Alors 2 humanoïdes lui arrachèrent le t-shirt et le dénudèrent devant tous les autres. Il poussa des cris, les insulta et les frappa du mieux qu'il put. Mais sa main se heurtait à une armure robuste et froide. Et ses cris n'avaient que pour écho le silence de ses compagnons de cellule. Après ça, personne n'osa protester. Pas même Abigail, pourtant du genre bagarreuse, et tous retirèrent leurs vêtements et sous-vêtements pour enfiler la combinaison sur mesure. « Écoutez-moi bien, » dit soudain l'un des hommes, ce qui fit sursauter à peu près tout le monde. « Nous allons vous emmener dans un lieu sûr. » Andy Oren, d'abord surpris de l'entendre parler sa langue, eut un rire nerveux qu'il s'empressa d'étouffer. « Un lieu plus sûr, pensait-il. Dans ce cas, renvoyez-nous à Rockwood, et venez avec nous qu'on vous juge devant la Cour suprême. » Vos casques actionnent les moteurs de lévitation placés sous vos pieds. Rick releva son pied droit pour regarder sa semelle. Il y avait effectivement un minuscule orifice. Il vous suffit pour ça d'y penser. Projetez-vous en train de léviter, et vous léviterez. De la même manière, il vous suffit de vouloir voler pour que ce soit possible. Il y eut une sorte d'engouement, non pas à l'idée de voler, mais à l'idée de prendre ses jambes à son cou et de fuir loin d'ici. N'essayez pas de fuir. S'empressa d'ajouter l'homme-machine. Vos combinaisons sont reliées aux nôtres. S'il entend de fuir, il recevra une décharge et restera paralysé. Même à pleine vitesse, vous n'irez pas bien loin. Et sur ces mots, les humanoïdes enfilèrent les casques aux prisonniers. Steffi enfila le sien. Au travers de sa visière, tout lui parut plus clair. Les couleurs, les reliefs, mais aussi les objets dans l'obscurité, au-delà de la baie vitrée. « Qu'est-ce que vous nous avez fait ?» dit Steffi. Elle avait envie de leur entendre dire « Vous pratiquez l'insémination forcée, c'est ça ?» Mais aucun humanoïde ne prêta attention à elle. « Et où est-ce que vous nous emmenez ? Répondez !» L'un d'eux se posta devant elle. « Suis-moi, » dit-il. Elle le vit entrer en lévitation. Elle imagina ses pieds décollés du sol, et il en fut ainsi. L'émotion chassa un instant son désir de réponse. Le cyborg se mit à voler vers la vitre, et elle le suivit. La porte se désolidarisa du verre, et tous sortirent un à un. Andy Oren fermait la marche avec l'un des humanoïdes. Ils accélérèrent bientôt à la vue d'un tunnel, et plus ils avançaient, moins l'éclairage était performant. Mais la visière du casque se réajusta seule, et Andy et les siens virent comme en plein jour des lunettes de vision nocturne, pensa Andy. Ils atteignirent les 170 km/h et débouchèrent d'un coup sur une forêt tropicale. Il faisait nuit. Là, ils s'arrêtèrent en vol stationnaire pour recevoir les prochaines directives. « Le vol va durer 1 heure, » dit l'un des humanoïdes, a priori le chef de la bande. « Nous devons voler au-dessus des arbres pour aller plus vite. Restez groupés et concentrés. En cas de problème, regagnez le sol pour vous réfugier dans la forêt. » Et sans attendre la moindre réaction, il prit son envol. Abigail jeta un regard aux autres, histoire de dire « On tente de fuir ou on tente pas ?» Andy essayait de lui faire comprendre que non, mais trop tard. Elle prit son envol et tenta de fuir à travers bois. On vit un nuage électrique très léger l'auréoler, et elle tomba à terre avant même d'avoir fait 50 mètres. L'un des cyborgs la rejoignit et la mit sur son épaule. Tous obéirent docilement et s'élevèrent au-dessus des arbres. Après quoi ils volèrent en formation serrée, les jambes tendues et les bras le long du corps. La forêt alentour s'étendait à perte de vue. Par-delà le bourdonnement des moteurs, les bruits de la jungle, les insectes, les singes dans les arbres et les oiseaux nocturnes. Andy Oren et les autres commencèrent à s'habituer à ce paysage monotone quand ils virent une boule de feu fendre la nuit et passer au-dessus d'eux pour aller mourir dans les bois. L'humanoïde en chef allait leur ordonner de se disperser, mais 2 autres projectiles vinrent décimer le groupe. Abigail et son porteur furent littéralement carbonisés sous l'impact. Andy se rua sur Emily et la tira vers le sol, où Steffi et Luke venaient d'atterrir lourdement. Oren regarda furtivement sur sa gauche, et il vit un corps en feu s'écraser contre un arbre. « Vite !» dit-il. « Suivez-moi !» Steffi, Luke et Emily le suivirent en slalomant à travers jungle. Ils fuirent aussi vite que possible, et les détonations ne furent bientôt qu'un écho lointain. Andy n'avait Dieu que pour le relief qui défilait devant lui. Une erreur de jugement, et il s'écraserait contre un tronc. Et comme les autres le suivaient à la trace, il fallait pas se louper. « Vous m'entendez »
dit-il dans son casque, espérant qu'il y ait une radio. Oui, on t'entend, répondit Steffi. Je dois freiner un peu, ça devient trop dense. Vas-y, on freinera nous aussi. Ils freinèrent, et Andy décida de s'arrêter totalement. Ils se mirent en cercle, en vol stationnaire. « Qu'est-ce que c'était » demanda Émilie un peu naïvement. « J'en sais rien, » dit Andy. « Mais de toute évidence, ils ne sont pas dans le même camp. »« Nous devrions nous enfoncer un peu plus dans la jungle, » dit Luke. « Il pourrait revenir. Il pourrait nous retrouver. » Il réalisait soudain que Rick Davis, Abigail Wallace, Michael Conrad, Mark Collin et Nathan Shelton étaient sans doute morts, ainsi que Sebastian Moore et Nicolette Shepard. « Il faut aller aider les autres, » dit Steffi. « Il faut qu'on les aide. On peut pas les laisser comme ça, ils sont peut-être blessés. »« Non, ils ont été touchés, » dit Andy. « J'ai vu les corps s'écraser, Luc a raison, faut continuer. » Émilie repensait à Nicolette Shepard, sa camarade de classe. Elle voulut mettre une main à sa bouche, mais le casque l'en empêchait. Les yeux larmoyants et le nez qui coule, elle commença à céder à la panique. Steffi posa une main sur son épaule pour la réconforter. À vrai dire, elle tremblait elle-même. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un mourir sous ses yeux. Andy Oren aussi était sous le choc. Mais ils entendirent un craquement et tous se retournèrent le cœur haletant. « Vite, partons !» dit Luke déjà en train de s'élever. « Attendez !» dit Andy. « C'est l'un des nôtres. » Et là, à travers les lianes et les fougères, ils virent un corps svelte s'avancer. Il pressionnait sa main droite sur son épaule gauche ensanglantée. Il tituba, puis s'écroula au sol. Andy Oren alla voir. Il releva la visière, et tous reconnurent Nicolette Shepard, à moitié consciente. Emily Penny eut un haut-le-cœur et elle se jeta sur elle pour la serrer dans ses bras. « Doucement, » dit Steffi, « laisse-la respirer. » Nicolette Shepard ouvrit la bouche pour parler, mais on n'entendit qu'un murmure. « Vous êtes dur à suivre. » Luke était à l'écart. Il scrutait la jungle avec appréhension. « Nous devrions déguerpir. Je peux prendre la fille sur mes épaules. »« On se relaiera pour la porter, » dit Andy. « Il va falloir qu'on examine sa plaie au plus vite, mais trouvons d'abord un endroit sûr. Allons-y. » Ils se remirent en vol et disparurent à la faveur de la jungle nocturne.